Il y a eu une révolution il y a 15 ans qui est arrivée qui s'appelait le programmatique. Il y a une nouvelle révolution là qui arrive là maintenant qui s'appelle l'agentique. Mais en fait, il faut pas oublier que l'IA, et notamment dans notre secteur, elle aura jamais notre expertise et notre expérience. Et moi, je pense que le bon point de vue, c'est plutôt de se dire, grâce à l'IA, je peux faire 10 fois plus, 10 fois plus vite, plutôt que de se dire, je peux faire la même chose avec 10 fois moins. Je pense qu'à terme, il va y avoir ces 2 internets qui vont, vivre. En tant qu'éditeur, vous parlez pas le même langage que les annonceurs. L'annonceur, lui, va regarder son bande de clics, son taux d'acquisition, toutes ces métriques-là. Ou côté supply, et que ce soit en programmatique ou que ce soit en direct, on va parler de complétion, de visibilité, de taux de clic. La France est le seul pays du monde à avoir le Google qu'on connaît avec, enfin si, il y en a d'autres, hein, la Chine, l'Irak, la Corée du Nord et Cuba. Donc voilà, on est 5 pays à avoir le Google avec les petits liens bleus. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de A Tech No Bullshit, qui est donc le premier épisode. Aujourd'hui, je suis avec Paul Ripard. Salut Paul, merci d'avoir accepté l'invitation. Salut Kevin, merci pour l'invitation chez toi. Merci. Dans cet épisode aujourd'hui, on va surtout parler agentique. Comment, du point de vue d'un éditeur, tu le mets en place, comment c'est vu et utilisé aujourd'hui. D'ailleurs, à la fin de cet épisode, Paul, tu vas nous faire une petite démo de l'agent Advantic que vous avez mis. Et donc, justement, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est que tu es très visible en ce moment sur LinkedIn. On parle beaucoup d'Agentix, toute l'industrie en parle, mais toi notamment, tu as pu y toucher. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter de tout ça avec toi. Et donc, si dans un premier temps, tu pouvais te présenter ton parcours dans le média, dans l'industrie, ce que tu fais aujourd'hui. Donc voilà, Paul Ripard, moi ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans les médias. J'ai toujours travaillé dans les médias. J'ai commencé plutôt dans des fonctions, on va dire, conseil, strat, donc voilà, plutôt chez Médiamétrie et ensuite j'ai évolué plutôt chez des régies publicitaires, donc plutôt dans une régie, print au démarrage qui s'appelait Métro, dans une régie télé qui s'appelle toujours, hein, TF1 que je travaille chez Prisma où je m'occupe de la commercialisation digitale, la data et de l'IA. Trop bien. Donc, 6 ans, ouais, donc, ouais, c'est pas mal. T'as eu le temps de voir pas mal de choses passer chez Prisma et de voir un peu l'évolution. Je commence à comprendre un peu le fonctionnement de la boîte et à pouvoir, ouais, porter mes projets un peu plus facilement. Ouais. Et puis notamment, tu as dû voir pas mal arriver justement l'IA au global. J'imagine d'un point de vue éditorial, je me rappelle il y a 2 3 ans, tous les médias justement qui pensaient remplacer les rédactions par des agents, des rédacteurs IA, etc. Et puis peut-être aujourd'hui un peu plus aussi sur les usages, notamment le JO, les utilisateurs qui vont sur les différents LLM pour pouvoir trouver de la news plutôt que d'aller sur Google, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de toi, comment tu as perçu l'IA du point de vue éditeur et quelle est la place aujourd'hui de l'IA chez vous? Ouais, déjà même c'est d'un point de vue même très utilisateur, hein et l'avantage pour les médias, c'est que quand tu es dans les médias, tu es dans un, changement permanent. Je te prends le cas, nous on est Prisma, de base, nous on vient de l'univers du print, hein. C'est quasiment un magazine sur 2 qui est vendu en France quand vous allez chez votre kiosquier ou dans le relais, c'est un magazine Prisma. C'est des marques, Capital, Femme Actuelle, Les Loisirs, Harper's Bazaar, Harvard Business Review. Donc c'est beaucoup de marques. Sur ce média, le changement, il est énorme. Au début, on faisait que du print. Il y a 20 ans, ça s'est déplacé vers du web, donc développement de web. Les artistes ont commencé à faire du travail, à créer des articles, à faire des fois du travail de desk, à se mettre dessus, à optimiser du SEO. Une fois que le web, a été terminé, ça a été la mode des applications. Il a fallu développer des apps, bien se faire référencer à l'intérieur des stores. Une fois que les apps, ça a été terminé, qu'est-ce qui s'est passé? Le social qui arrive en flèche. Il a fallu se mettre pour les journalistes, à savoir tourner des vidéos de plus en plus courtes, arrivée de TikTok qui se lance, création de nouvelles marques 100% sociales qui se mettent dessus. Un média comme Simone, c'est que du Prisma, très différente. Et là maintenant, de nos jours, encore on va dire, une nouvelle révolution qui arrive. Les utilisateurs changent, hein, donc ils sont passés du print au digit, au social et maintenant c'est surtout à l'IA. Il faut qu'ils puissent trouver du coup le canal de distribution, il faut qu'ils puissent trouver leurs news du coup en posant la question à ChatGPT. Donc beaucoup de changements sur la façon dont on va écrire nos articles,
sur la façon dont sont distribués les articles, dont on va être distribué. Avant, l'idée, c'était plutôt d'être en tête de gondole dans ton relais. Maintenant, l'idée, c'est d'être en tête de gondole et que ton contenu soit pris et soit repris par ChatGPT. Donc ça reste toujours les mêmes éléments. C'est des journalistes qui doivent écrire des articles, c'est les canaux de distribution qui ont changé, les modes de distribution qui vont changer. Donc à un moment donné, c'était de la vidéo de plus en plus courte, après un peu plus longue, il y a YouTube. Maintenant, c'est de l'écrit parce que c'est du ChatGPT. Donc c'est savoir s'adapter pour suivre un peu les usages au quotidien. Et donc du coup, si tu veux, ranker dans ChatGPT, donc faire du JO, aujourd'hui, enfin, c'est quoi le bon moyen de faire? C'est que tu as 2 rédactions différentes, une qui va être pour les utilisateurs et une derrière qui va être pour les moteurs LLM. Tu merges ça dans un seul ou tu optimises du coup ton contenu utilisateur pour qu'il ressorte bien dans LLM. Tu as des usages un peu qui sont différents, là-dessus? Ouais, bah, c'est pour un annonceur, bah, voilà, pour un annonceur, n'importe lequel. Je suis dans le domaine bancaire. Je suis un annonceur et je tape sur, ChatGPT: «Quelle est la meilleure banque?» Mettons que ça soit Boursorama. Moi, si je travaille pour le LCL, je suis mal. Donc qu'est-ce que je peux faire? Il faut que je fasse un truc sur du géo. Généralement, il y a 2 types de stratégies à faire. Premièrement, un élément assez technique, la crawlabilité de son site et pas mal d'éléments, donc ça, c'est la technique, c'est un peu moins mon cas. Et deuxième élément, c'est travailler avec des médias. Faire en sorte parce que les médias vont avoir un pouvoir très fort. Mmh. Et donc là-dessus, c'est travailler du coup son géo, du coup avec les médias. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer du coup sur mes sites à forte autorité, donc voilà, dans le monde du SEO, on dit souvent EAAT, donc à très forte autorité, je vais pouvoir créer des articles qui vont être écrits d'une certaine façon pour attirer les bots. Donc moi, le but, c'est que mes articles attirent les bots et aident les bots et que comme ça, les bots, quand ils ont une question et qu'ils viennent sur un de mes sites à forte autorité, ils puissent utiliser le contenu, plusieurs types de contenus. Un contenu qui va être écrit plutôt pour un humain, c'est des contenus qu'on peut voir de la part des journalistes. Le contenu est écrit pour un humain, avec une formulation vraiment pour des humains et une architecture en tout cas qui est écrit pour des humains. À côté, je commence à développer hem, des articles dont l'objectif n'est pas d'être vu par des humains, que c'est pas l'humain que je veux toucher. Je veux essayer d'appâter le robot crawler de ChatGPT, le crawler de Gemini et comment je vais faire? 2-3 éléments dont tu vas avoir besoin. Sommaires qui sont clairs pour ceux qui font un peu de SEO, titres et sous-titres, donc H1, H2 qui vont être hyper clairs, tableau comparatif, respecter les grands principes du chunk. Donc tous ces articles que je vais pouvoir créer ont une vocation, être repérés uniquement par les crawlers LLM et donc changer la réponse que vont faire les crawlers LLM. OK, mais donc du coup, tu fais un contenu spécial, mais tu fais pas un versionning, contenu humain versus contenu LLM, Ouais, quoi? tout à fait. Pour l'instant, on a 2 typologies de contenu. Ce qui est sûr et ce que je pense en tout cas, c'est qu'à terme, il y aura très certainement 2 typologies d'interface. Un front pour les humains, très classique, il y aura toujours des humains qui auront quand même besoin d'aller sur mes sites, tout comme il y a toujours des gens qui lisent le papier, hein. Il y aura toujours des gens qui auront besoin d'aller sur mes sites et de lire le papier et après il faudra un versionning pour, les machines. Ce qu'il faut savoir, c'est que, les crawlers LLM, quand on leur met une page web, il y a quand même beaucoup de choses qui les embêtent. Il y a besoin de nettoyer ces pages, ça dépenserait honnêtement, beaucoup d'énergie. Beaucoup de choses qu'il ne peut pas lire, ça sert à rien. On peut lui parler dans une autre langue qui est beaucoup plus simple. Donc je pense qu'à terme, il va y avoir ces 2 internets qui vont, vivre. Pour l'instant, moi, j'en ai un seul qui existe, hein. J'ai un front et des fois un front classique, hein. J'ai voici.fr classique, lesloisirs.fr, classique et de temps en temps, par contre, quand j'écris des articles géo, c'est vrai qu'ils vont être, disponibles, mais ils seront avisés, pour les moteurs LLM. Mais pour l'instant, on n'est pas encore dans ce web à 2 Ouais, tu facettes, mais ce qui est sûr, c'est que ça va arriver. ouais, c'est ce qui se faisait à l'époque, par des hackers sur le SEO, faire du cloaking et cetera. C'est-à-dire que tu montrais pas la même, version à Ouais, tout Google à que fait. ce que tu donnais à Et il l'utilisateur y a beaucoup pour d'éléments. monter Est-ce les que je revues. dois utiliser, par exemple, Markdown qui va être quand même beaucoup plus léger, typiquement pour des éléments? Est-ce que je dois montrer des versions sans pub? De toute façon, voilà, les crawlers ne vont, par exemple, pas pouvoir accéder à du JavaScript, donc ça alourdit très fortement les pages, donc ça sert vraiment à rien. Il y a des chances qu'on ait en tout cas, 2 web, mais même, pour le bien de la planète, hein, objectivement, pas besoin de dépenser autant. En tout cas qui vont, bientôt, coexister. Ouais, donc l'idée, c'est de donc préparer des articles spécifiquement pour les LLM, de le mettre sur des, sites d'autorité, de se faire bien crawler, du coup, de permettre de remonter mieux dans les moteurs LLM, quoi et de pouvoir, répondre, aux questionnements de l'utilisateur directement dans le Ouais, moteur. ouais, tout à fait, les offres GEO qu'on vend un peu packagées, qu'est-ce que c'est? Donc je fais un audit avant pour savoir, sur certains prompts clés où est la marque.
J'utilise un outil en tout cas qui est spécialisé dans les audits. Voilà, j'ai pas vocation à être source d'audit, donc voilà, moi je travaille avec une boîte qui s'appelle Mindex. Après il y en a pas mal d'autres qui existent sur le marché, hein, peu importe. Donc je fais un audit avant, je publie ensuite mes articles. 3 semaines après on se revoit, je reprends le même audit sauf que je change les dates. Avant, Tu vois, c'est monté, quoi. le taux de mention, est-ce que la position de l'annonceur a augmenté ou non? Et est-ce que quand je regarde les sources, voilà, qu'on a souvent en colonne de droite ou, voilà, ou au-dessus sur le côté, va remonter du coup l'article sponsorisé que j'ai pu faire. Donc OK. c'est à peu près le Et principe de la strat geo. ça du coup sur le GO, dit, en tant qu'offre publicitaire, donc c'est un peu une nouvelle ligne de business pour vous. Est-ce que du coup ça compense un peu quand même par rapport à la chute, de visiteurs que tu peux avoir sur le site et donc peut-être des perdre des recettes publicitaires et cetera sur les usages? Ouais, un vrai bon point sur le en tout cas sur le business model. Bah, pour l'instant, bah, au moment où on enregistre, donc voilà, on est en juillet. Pour l'instant, à date, il y a pas eu de changement énormissime. Par contre, va arriver et peut-être, une, nouveauté qui s'appelle AI Overviews. Donc voilà, pour ceux qui connaissent un peu moins bien, hein, je vous conseille en plus, là, ça va être les vacances, de tester un peu si vous êtes en vacances à l'étranger. Dans tous les pays du monde, ils n'ont plus Google comme chez nous. Le pays du monde à avoir le Google qu'on connaît avec enfin si, il y en a d'autres, hein. La Chine, l'Irak, la Corée du Nord et Cuba. Donc voilà, on est 5 pays à avoir le Google avec les petits liens bleus. Dans tous les autres pays du monde, c'est fini. Quand vous posez une question sur Google, hein, vous ouvrez votre, Chrome, vous prenez votre téléphone, vous ouvrez Chrome, vous lui dites, heu: «Banque étudiant», voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va faire une réponse, un peu comme la réponse Gemini que vous allez avoir et ça va vous dire directement bourse aux banques. Donc là, c'est vrai qu'il va y avoir un changement très fort. Pourquoi? Parce qu'en fait, historiquement, quand tu mets meilleure banque, étudiant, par exemple, il y a quoi? Il y a des petits liens bleus. Parmi ces liens bleus, par exemple, il peut y avoir un article de Capital. Donc les gens vont cliquer sur Capital, lire un peu l'article. Comme ils cliquent et ils rentrent, il y aura une vidéo peut-être qui va se charger avec des pré-rolls où ça va rentrer pour moi. Des publicités qui vont rentrer, je vais avoir de l'argent. Là, potentiellement, j'aurai moins de visites. Enfin, moi, mais les annonceurs aussi, hein. Le truc qui Mmh. est assez important, c'est que pour les annonceurs, SI et SEO, ça va être compliqué. Ouais. Du coup, j'aurai certainement moins d'argent, moins de visites. Par contre, les éléments où moi, je pense qu'en vrai, ça va être quelque chose de plutôt pas mal pour les médias. Premièrement, si Google utilise mon contenu, que ce soit Google ou un LLM, il va devoir payer. Donc c'est typiquement uniquement 100 de marge qui va arriver. C'est des ARR qui vont devoir payer chaque mois. Je vais avoir un revenu récurrent qui va arriver de la part de Google pour avoir le droit d'utiliser mes contenus, tout comme on l'a sur le web avec quelque chose qui s'appelle les droits voisins en France. Et ensuite, je vais pouvoir vendre pas mal d'offres vidéo. Et même au global, qu'est-ce que ça remet en avant? Ça remet en avant les contenus de qualité produits par des journalistes sur des sites avec forte autorité. Grosso modo, quand on travaille pour une boîte où il y a 300 journalistes, c'est un peu ça normalement qu'on vend. Ouais, C'est de pas tout tant ouais. la force, c'est pas tant la force d'être une régie pub. En vrai, la force, c'est plutôt le contenu qu'on doit mettre en avant. Donc ça devrait remettre en avant le contenu, des revenus récurrents et pouvoir vendre des offres GU, en tout cas de mon côté. Ça peut être un moyen de virer tout ce qui est méfait, sites, purement Ouais, tout à d'éditeurs, de fait. petits éditeurs et cetera. Après tu parlais, justement de la rémunération, on va dire le droit à péage. Tu le vois comment toi? Ça va être un peu en mode, droit voisin justement comme ce qui se fait déjà avec Google et autres? Ça va être, tu sais, il y a Cloudflare qui avait, proposé justement, de mettre une sorte de péage à l'entrée pour les bots LLM. Tu le vois comment toi? Plutôt le Bah, marché moi, sur avancer, ce que je là-dessus? vois, alors là, effectivement, on peut mettre des péages. Sauf qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a jamais personne qui paye au péage. Tu Ouais, mets le péage, à c'est côté. super, il y a une barrière, mais alors tout le monde s'en fout et surtout personne paye. À Donc prendre la l'intérêt nationale quoi. donc l'intérêt pour l'instant, en fait, c'est pas très bien le pay-per. Même sur, OpenAI ou les discussions qu'on a pu avoir avec, Perplexity ou avec Anthropic, c'est plutôt en fait sur des montants. Là, pour l'instant, là, un peu royal pour, pas mal d'éditeurs en France, c'est des négociations qui sont collectives, un peu comme il y a sur les droits voisins. Un montant qui est collectif et avec une répartition suivant en gros le volume. Certains éditeurs peuvent faire des négociations de gré à gré, aller voir OpenAI, aller voir Anthropic et dire: «OK, on peut signer un accord tous les 2». Mais voilà, la voie la plus majoritaire en tout cas, c'est plutôt de travailler, avec son interprofession et c'est son interprofession qui va, en tout cas faire le deal. Mais ce qui est normal, hein. Regardez le nombre d'employés qu'il y a sur OpenAI. Les employés d'OpenAI, ils ont, en tout cas, il n'y a pas de service publisher pour aller gérer avec tous les publishers de tous les pays. Il faut gérer avec les 40 journaux de Macédoine, les 70 journaux qu'il y a à Taïwan, les 18 qu'il y a au Zimbabwe, ingérable. Donc du coup, nous, on a plutôt pris le parti de travailler avec, en tout cas au global Ah et avec des clés de d'accord. répartition comme on le connaît bien avec les droits voisins.
Et ce qui est possible, ça rebat les cartes parce qu'à date, là, dans le GEO, c'est pas nécessairement le plus gros qui va le plus remonter dans ChatGPT. C'est souvent le plus relevant. Donc en tout cas, ça va obliger les gens à faire du relevant. Donc voilà, il faut bien être dans le thème. En tout cas, c'est plutôt le plus relevant plutôt que le plus gros, même si le AAT, on peut avoir un très bon AAT en faisant des toutes petites audiences, parce qu'on est très spécialisé. Je vais prendre si toi tu ouvres par exemple, ton blog, il est extrêmement spécialisé ici sur le géo, tu auras des très fortes chances de revenir. Une autre personne qu'on aime bien, Open Garden et Nicolas James, ces audiences, elles sont confidentielles. Pourtant, tu poses une question dans le ChatGPT, il va remonter très fortement. Ouais, Ça va être, très très pointu et très dessus. C'est vrai que par contre sur la négociation en tant que telle, bonne chance aux petits acteurs pour réussir, en tout cas des négos et donc il faut qu'il y ait un cadre parce que il y en a peut-être certains d'ailleurs qui disent que c'est très facile de négocier avec OpenAI et qu'il suffit de traverser la rue pour avoir une négociation avec OpenAI ouais, c'est et courant. il y a pas un publisher manager, qui vous attend, et qui prend le temps et qui négocie avec vous. Donc non, c'est pas Ouais. simple. Ce qu'il faut espérer, c'est que, bah, l'État et donc du coup, que ce soit l'État français, mais en tout cas ou le droit en autre, protège également les éditeurs un peu plus petits. Et du coup, je voulais revenir, tu avais fait un post LinkedIn, qui s'appelait, «L'agentique va-t-elle supprimer les intermédiaires?» J'aimais bien l'angle, et je voulais avoir un peu justement, voir si tu pouvais, en parler un peu plus et notamment avec l'angle, des enjeux de l'automatisation, de la mise en place des agents chez les éditeurs et du coup, la désintermédiation. En fait, comment tu développes tout ça en quelque sorte? Pour appuyer un peu les éléments, dans le monde des médias actuellement, c'est compliqué, hein. L'open web, là, il y a eu le, baromètre de l'open web qui sort. Ouais, Chute des investissements, chute des CPM, compliqué. chute de Plans tout. sociaux qui arrivent, pas mal de chutes. Dans les faits, en vrai, la réalité, elle est assez différente. Pourquoi est-ce qu'on galère aussi? C'est le même truc. C'est parce que quand un annonceur paye 10, souvent j'ai que 2 dans la poche. C'est la grosse différence qu'il y a. On est arrivé un peu et on commence à essayer de protéger les agriculteurs. Ceux qui produisent, ceux qui font du lait. Loi Egalim, transparence également dans qui va gagner de l'argent et combien va revenir à l'agriculteur quand on fait un litre de lait. Là, on est dans un truc où il n'y a aucun, système, de suivi. Moi, je mets au défi un annonceur de savoir exactement où vaut son argent. D'ailleurs, souvent, ils sont même pas au courant quand ils mettent 10, souvent au mieux, il y a 2 qui arrivent chez moi. Ce qui s'est développé ces dernières années, le programmatique, moi, c'est une formidable évolution. J'ai toujours travaillé très fort dans le programmatique, mais c'est vrai que là, il y a quand même pas mal de dérives. T'en prends, même pour des achats assez simples, une personne qui va pouvoir acheter capital.fr en rotation générale ou un habillage sur capital.fr, est-ce que j'ai besoin d'avoir un élément sophistiqué comme ça? D'utiliser maintenant un DSP, un SSP, un curator. Maintenant, il y a des curators de curators. Un curator de curator. Ils vont nous inventer quoi? Un méta DSP, un méta DSP de je ne sais pas quoi, un ad exchange qui va venir et au global, il reste pas grand chose. Mmh. Donc là, l'agentique se développe et l'idée qui peut faire peur, mais qui est en train d'arriver, hein, parce qu'on est dans un marché où il y a quand même beaucoup de malins, c'est qu'est-ce qui va se passer? Agent Bayer qui va arriver, très bien, je reprends 10. Un agent seller qui va arriver, très bien, je reprends 10. Et en fait, in fine, qui paye? Bah, c'est moi, c'est l'éditeur. Et donc, il faudrait pas que l'agentique, qui est une formidable évolution, comme l'a été le programmatique. Le programmatique, c'est une évolution formidable, formidable. Et il faudrait pas, en fait, ça rajoute un nouvel intermédiaire qui vienne encore prendre de l'argent au milieu. Et du coup, au défaut de qui? Au défaut de l'éditeur. Justement, doit être une solution qui doit permettre, de prendre les avantages à la fois du programmatique et du gré à gré, de pouvoir créer des relations directes hyper simplifiées entre un compte ChatGPT et directement un éditeur. Donc c'est ce que j'espère en tout cas sur l'agentique, c'est de remettre du lien du coup avec nos clients directs et d'éviter d'avoir encore, des tonnes d'intermédiaires parce que, bah, sinon pour, nous médias, c'est compliqué. Tu vois, moi, mon point de vue justement sur, cette perte de la valeur, tout au long de la chaîne, c'est mon point de vue personnel, mais c'est aussi dû au fait que en tant qu'éditeur, vous parlez pas le même langage que les annonceurs. L'annonceur, lui, va regarder, son brand de pli, son taux d'acquisition, toutes ces métriques-là. Ou côté supply, que ça soit en programmatique ou que ça soit en direct, on va parler de, de complétion, de visibilité, de taux de clic, boss the fall ou quoi que ce soit. Mais ce qui laisse en fait la place à une, traduction, assez large et donc à plein d'intermédiaires à se mettre dans la brèche pour dire: «Bah, grâce à moi, je te prends 30 mais annonceur, tu as quand même ton KPI qui était de faire de l'acquisition. Après ce que je fais derrière, c'est mon problème. Donc toi, éditeur, je te prends tes clics que tu m'as vendus et c'est moi qui les convertis en acquisition». Est-ce que tu penses pas justement, enfin, c'est un peu ma croyance, que
cet écart-là entre les 2 laisse la place justement à plein d'intermédiaires qui vont faire leur traduction, au final. L'annonceur est quand même content au final parce qu'il a eu son KPI qu'il cherchait. Bon, l'éditeur est pas content, mais au final, c'est comme ça que tu as des intermédiaires qui se passent. Ouais, Et ouais, est-ce qui que font l'agentique, du coup, est-ce que l'agentique va résoudre ce problème? Du coup, bah, si tu continues à vendre du clic et que derrière on te demande une autre métrique, tant que les agents qui prennent des commissions, entre autres, vont, rendre le bon KPI côté annonceur, il y a pas de raison qu'ils prennent pas leur marge. Enfin, il y ça a des c'est raisons qu'ils un la prennent pas, mais ils vont se servir, quoi. non, non, mais c'est très vrai. Bah, par exemple, un succès d'une entreprise, fabuleuse, hein, c'est le succès de Criteo. Criteo achète au CPM chez les éditeurs et revend au CPC. Globalement, c'est le début et c'est un succès qui est fabuleux avec une technologie qui est fabuleuse. Je suis d'accord qu'en tant que, heu nous rédacteurs, représente du coup les éditeurs pour lesquels on travaille et les journalistes et les maisons pour lesquelles on travaille, on n'a pas nécessairement toujours eu, des offres, haut niveau. Déjà, on est très éclatés. C'est quand même assez embêtant de devoir faire un brief auprès de Watt 1000 Régie. C'est très embêtant, on est très éclatés. On parle pas les bons éléments, on manque de plateforme, on manque de simplicité. L'agentique doit être normalement, en tout cas j'espère, hein, il y a 15 ans qui est arrivé qui s'appelait le programmatique. Il y a une nouvelle révolution là qui arrive là maintenant qui s'appelle l'agentique. Il faut qu'on apprenne de nos erreurs. Il faut qu'on soit du coup avec l'agentique, en tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire, modestement avec Adventic, qu'on soit plus soudés, plus groupés, avec une simplicité d'accès. Donc KPI de et s'il y a besoin de faire des beaux graphiques et des belles plateformes parce que ça rassure tout le monde et ça rassure le directeur marketing, il faut qu'on le propose aussi. Donc là, voilà, il nous reste du taf à faire pour arriver jusqu'à ces éléments, mais en tout cas, c'est la vision qu'on essaye de porter avec, là, avec notre offre Agentic qui est une offre, ouverte. Moi, ce que j'ai construit pour moi, s'il y a n'importe qui veut venir, moi, je le mets à dispo. Moi, le but que j'ai, c'est que, on puisse avoir des canaux directs, standardisés, simples, avec un seul point d'accès où on peut retrouver toute la supply. OK. Et est-ce que parce que là, on parle agentique, mais du coup, c'est surtout aussi l'arrivée de l'IA. Est-ce que parce que typiquement ce projet-là que vous avez mis en place, donc via le protocole ADCP ou autre, le fait d'avoir un seller agent, est-ce que tu aurais pu t'équiper comme ça si tu avais pas justement, même les outils, que ça soit du Claude Code et cetera? Parce que tu aurais dû peut-être avoir une équipe technique de 10 personnes et pas forcément les ressources, je me rends pas compte moi des ressources que vous avez mis en place justement pour créer ça. Mais, peut-être c'est ça aussi qui va redonner le contrôle, aux éditeurs ou même à d'autres acteurs qui aussi, grâce à l'IA, de pouvoir aller beaucoup plus vite avec moins de ressources, y compris des ressources qu'on n'avait pas avant et de pouvoir les débloquer et reprendre le contrôle. Bah, c'est vrai que là, par exemple, bah, une grosse partie, en tout cas, du développement, c'est Claude, hein. C'est Claude qui l'a fait. Il y aura toujours des besoins. Là, par exemple, moi, j'ai besoin, vraiment été, vraiment 2 à travailler assez fortement sur le dossier, de personnes qui comprennent bien notre écosystème, de personnes qui comprennent les workflows, de personnes qui comprennent, des specs, de personnes qui comprennent comment fonctionne le print. Parce que moi, la volonté est de faire de l'agentique. C'est beaucoup pour faire du offline, hein, en vrai, l'agentique, parce que le digital est déjà très plateformisé. Honnêtement, les DSP ou SSP sont déjà hyper performants, hein, ça calcule bien des forecasts, c'est bien fait de la data. Enfin, en programmatique, on a quand même, une industrie qui est quand même plutôt bien et ça doit être l'occasion aussi, d'améliorer les workflows, notamment les workflows du off et voilà et si on peut maintenant, avec un peu moins de moyens qu'avant et sans avoir besoin d'une armée de développeurs parce qu'on est quand même aidé par l'IA, arriver à développer en tout cas, ces liens, ça peut être plutôt pas mal. Effectivement, pas simple à faire, hein. Vraiment, c'est pas simple. C'est pour ça que, quand je vois d'autres éditeurs, je leur dis: «Bah, c'est vrai, vous pouvez le développer vous-même. Moi, je l'ai fait. Vous pouvez, si je suis arrivé, vous pouvez y arriver, vous êtes, tout aussi bon que moi. Ça va vous mettre franchement pas mal de temps. Vous serez prêt peut-être dans 2 ans. Là, il y a une vague qui est à prendre maintenant tout de suite. Vous avez 2 choix. Soit vous le développez et essayez de trouver la bonne équipe. Franchement, c'est pas facile. Bonne chance. Soit écoutez, on trouve un truc, on fait un truc ensemble, on se met main dans la main, je vous accueille chez moi, il y a pas de souci, je demanderai peut-être un petit billet, mais je vous accueille chez moi, on a un seul endpoint et voilà et on va essayer d'arrêter de travailler à chaque fois de façon, complètement décorrélée, de complexifier la vie des Assez, agences qui doivent faire, 4 briefs, 17 OI. On aurait tout dans un seul endpoint, ça serait peut-être un peu plus, bah, sympa du coup pour les agences qui nous demandent ça, hein.
ton point, c'est aussi un peu de dire que, vous êtes pas concurrents en tant que régie, mais, vos concurrents en direct, c'est justement les intermédiaires qui vous prennent du cut, sur le milieu de la Ouais chaîne. et même je pense que, même sans les intermédiaires, c'est même se dire que en fait, ce qui rentre dans l'open web, quelle que soit limite même la personne qui le commercialise, que ça soit, un intermédiaire ou que ça soit une régie, peu importe, hein. Et là, souvent la complexité, des fois la complexité aide pas l'open web. Et donc si on remettait un peu plus de simplicité, un peu plus de force unique, bah, je pense que ça serait quand même, bien mieux. Et en fait, qu'est-ce qui se passerait? Le gâteau de toute façon de la communication, moi j'ai rarement vu une industrie où il y a autant de croissance. Les gens disent que la pub va mal. Bah, pas du tout, c'est de croissance à 2 chiffres depuis 15 ans. L'industrie va très bien. Le seul truc qu'il y a, c'est que le gâteau, il est bouffé par, il y a 5 personnes qui bouffent quasiment tout le gâteau. Avant, il y avait un peu plus de parts, dans le gâteau. Maintenant, c'est vrai que on est nombreux à se battre pour des miettes. C'est plutôt ça qui est la difficulté. Il y a de l'argent à faire. Il faudrait juste que dans le gâteau qui grossit, 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 on arrive à prendre, nous, une part qui est un peu plus grosse parce que là, elle se réduit. Le gâteau, il grossit et notre part, elle se réduit. C'est quand même bizarre. C'est pas l'industrie qui va pas bien. L'industrie va très bien. Il y a juste à prendre les grandes semondes, hein. Les grandes semondes, quand ils ont des difficultés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir de la pub. Bloqué, il y a plus d'abonnement. On lance la pub. Et c'est pas avec l'abonnement à 20 balles que je vais vivre, du coup, on lance la pub. Amazon, c'est pas en faisant du e-commerce qu'ils vont gagner de l'argent, hein. C'est en faisant de la pub et un peu de cloud. Walmart, où sont les éléments? Et puis, voilà, il y a des gens en France maintenant, Vibe, qui sont bien contents que Walmart se mette dessus. Mais Walmart, c'est aussi de la pub. Donc le gâteau publicitaire va grossir, juste que nous, on arrive à se remettre une part qui soit intéressante là-dessus. Ouais, et puis d'ailleurs, on parlait de code, mais ça permet aussi d'avoir un peu plus d'agilité par rapport à ces grosses plateformes ou ces gros acteurs, pour pouvoir justement essayer de se faufiler. Là où avant, c'était un peu, David contre Goliath, on va dire. Voilà, quand tu avais un gros Google avec ses équipes d'ingénieurs, toute la puissance qu'ils avaient, c'était un peu compliqué, toi, en tant que, petite entreprise, d'aller, faire quelque chose d'innovant, de pouvoir se démarquer, de pouvoir prendre des parts de gâteau. C'est vrai que maintenant, bah, comme tu dis, là où toi, tu es capable d'aller, créer un seller agent, en quelques semaines ou autres, ou de sortir une offre, ils ont des process, ils ont un historique, ça met un peu plus de temps à arriver sur le marché, et ça laisse aussi des fenêtres. Tout à fait. Et il y a un point que je trouve intéressant dans ce que tu as dit aussi, c'est que tu as besoin de mecs qui ont l'expertise, justement pour créer tout ça, et ça me fait, repenser à ce point où on a peur de l'IA, du remplacement, des équipes. Il y a quand même certaines entreprises qui se disent: «Bon, bah, maintenant, je demande 10 fois moins de personnes, donc je vais virer des gens». Elle me dit que l'IA, et notamment dans notre secteur, elle aura jamais notre expertise et notre expérience, et moi, je pense que le bon point de vue, c'est plutôt de se dire: «Grâce à l'IA, je peux faire 10 fois plus, 10 fois plus vite», plutôt que de se dire: «Je peux faire la même chose avec 10 fois moins». Parce qu'en fait, cette expertise, voilà, comment ton inventaire il est fait, comment tu veux le vendre, sont les règles, sont les, 10 années d'apprentissage que tu as eu avant, et cetera. Tu as besoin de la rentrer justement dans ces machines, et d'en faire profiter, et je pense que c'est un point important aussi à garder en tête. Ouais, mais ça me fait penser un peu il y a 15 ans, hein, quand le programmatique s'est développé, tout le monde s'est dit: «Bah, OK, c'est automatisé, je vais mourir». Je vais Je appuyer sur un pense bouton. je pense que ouais, ça j'appuie sur un bouton, bah, je pense qu'il y a jamais eu autant de monde qui travaille, dans notre industrie depuis qu'il y a le prog. Il suffit de voir le nombre de boîtes qui se créent, ta boîte qui se crée, des gens innovants qui vont arriver sur le prog et qui vont arriver dessus. Bah, bien sûr, ça n'aurait jamais existé avant. Des commerciaux qui sont sur le prog, mais il y a toujours autant. Alors il y a peut-être certes, peut-être maintenant un peu moins de commerciaux qui vont faire la tournée en voiture, de leurs clients, c'est sûr. Mais en tout cas, de nombre de personnes qui travaillent dans notre industrie, c'est devenu démentiel, exponentiel le nombre de boîtes. Ça a créé quand même, des success stories à ce voilà. Et pareil quand je montre, Adventic un peu aux équipes, que je leur parle d'Adventic généralement, qu'est-ce que va faire l'IA? Va faire une grande partie du travail qui était beaucoup par exemple si je me prends un commercial, son taf de back office. Honnêtement, un commercial, c'est le premier à en avoir marre, à avoir demandé au mec du trafic, alors, combien j'ai d'impressions disponibles? Au mec de la data, est-ce que cette data, elle existe? Ensuite, il faut centraliser le tout, l'écrire. Il va falloir écrire dans le CRM, le compte rendu avec le client. Faire un OI sur des outils qui sont vraiment complètement, complètement nuls. Finalement, en plus, le client, il fait 3 modifs, il met la pression, il a besoin des trucs vite qu'on n'a pas parce que, en gros, on essaye de synthétiser des éléments. Cette partie-là, si je peux l'enlever, ce travail de back office à un commercial et lui dire: «Non, ton taf, c'est de faire plutôt du terrain et C'est d'être blanc. proche de ton client, connaître ses besoins, anticiper ses besoins, créer des nouveaux produits pour lui, spécialement pour lui», et tout le monde est gagnant. C'est juste que voilà, tu auras peut-être moins de temps de back office,
Est-ce que tu vas t'en plaindre? Bah, en vrai, je suis pas sûr. Tu t'en plains si, une partie de ce que tu faisais, ce que tu montrais à ton manager, c'était de faire du back office pour dire que tu faisais des trucs. Mais si tu apportais de la vraie valeur, effectivement, sur d'autres tâches, tu vas pas t C'est pas en remplissant le c'est pas en remplissant le CRM que tu crées de la valeur, hein, non. c'est pas en faisant un OI, en allant faire un OI sur ton OMS que tu crées de la valeur pour la boîte. Et du coup, là, tu parlais d'Advantic, donc du coup, c'est, le seller Attend que tu as créé, enfin, vous avez créé, chez Prisma. Tu me disais que tu pouvais nous le montrer, faire un petit use case. Si tu veux partager, nous montrer un peu, comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que tout le monde parle d'ADCP, on en entend beaucoup parler, on en a pas encore beaucoup vu. Donc l'idée, c'est un peu de voir, comment ça fonctionne. Même que tu aies en tête un peu, l'idée, qu'est-ce qu'il a? C'est un agent, qui est déjà assez intelligent. En fait, il a accès à quoi? Je lui ai fait manger toutes les, présentations de la boîte. Donc il connaît tous les produits vendables, il a mangé tous les PowerPoint, donc il a pris tous les PowerPoint. Il a mangé toutes les rate cards de la boîte. Il a accès du coup à 15 jours de log sur Google Ad Manager. Il connaît tous les logs, les placements qui ont le mieux fonctionné, les endroits où il y a les meilleurs taux de complétion, marché secteur par secteur. Donc ça, il a accès. Il a accès à ma DMP, MediaRhythmix, tous les segments qui sont disponibles et pouvoir créer des segments. Donc tout ça, il va avoir accès à cette base de données. Et je lui ai fait manger aussi pas mal de bouquins de media planning pour qu'il ait des connaissances fortes en media planning. Quand en print, tu as des questions sur le GRP, sur des affinités, il connaît ça parfaitement. Quand tu te poses des questions sur ta strat sur le branding, il connaît ça plutôt pas mal. Donc il a accès à ça et ensuite il va être connecté à des interfaces de destination. Il va être capable, lui, d'opérer. Donc tout seul, hein, sans que j'utilise rien. Il va pouvoir donc créer des line items et créer des campagnes directement sur Google Ad Manager. Il va être capable de créer, des campagnes, sur un business manager, sur, Meta, sur TikTok. Il va être capable également d'aller dans mes outils de réservation print et de mettre une réservation. Les couvertures que vous avez, les quatrièmes de couverture, si elle est disponible ou pas sur le prochain daté et de faire directement une réservation, sans qu'il y ait personne qui intervienne, hein. Un peu les avantages et donc comment ça marche? Et j'en finis par là. Comment ça marche? Et après je vais vous montrer une petite démo. Donc c'est un serveur MCP, in fine que je livre à une agence. Qu'est-ce que c'est un serveur MCP? Je livre un truc, une URL et un mot de passe and that's it. Et après l'agence va connecter cette URL et ce mot de passe là où elle veut. Une fois que la connexion est faite, l'agence aura accès à mon compte Google Ad Manager, à mon compte Meta, en lecture et en écriture. Elle pourra faire des reporting quand elle veut, créer des campagnes. Donc si je vous montre comment ça marche, Ouais, donc pour ceux qui vas-y, connaissent un peu moins les serveurs MCP, je peux enlever et dis-moi Kevin après si ça fait bugger, mais voilà. Je vais peut-être mettre un peu plus grand. Pour ceux qui connaissent un peu moins les serveurs MCP, on voit pas ton écran. Je sais pas si tu partages là, mais on voit pas ton écran. Yes, c'est bon. hop, OK, je vais couper ça. Pour ceux qui connaissent un peu moins les serveurs MCP, comment ça se branche? Il faut faire le branchement une fois et après vous n'avez plus jamais à le faire. Donc voilà, il faut aller plutôt dans vos paramètres. Donc là, c'est sur ChatGPT, mais un serveur MCP, vous pouvez le mettre sur Claude, Copilot Studio, peu importe, en tout cas le chatbot, généralement, c'est la langue de tous les chatbots. Vous allez ensuite dans les applications. Dans les applications, vous allez dans les paramètres avancés, vous allez créer une nouvelle application, donc c'est connecter à un MCP. Vous lui mettez un nom à votre serveur MCP. Moi, il s'appelle Adventic, mais si vous voulez l'appeler Prisma, Prisma, vous pouvez l'appeler Prisma. Si vous voulez Ashaya, vous mettez le nom que vous voulez. Vous mettez ici l'URL que je vais vous donner. Donc voilà, c'est l'URL de mon serveur MCP. Vous allez laisser une authentification. Vous appuyez sur j'ai compris, vous appuyez sur créer. Une fois que vous appuyez sur créer, au bout de 10 secondes, il va vous dire c'est bien, vous êtes connecté, donnez-moi le mot de passe. Vous allez donner le mot de passe que je vous aurai transmis, et là, ça y est, vous êtes connecté. Ça veut dire que votre compte ChatGPT, une fois que c'est fait, votre compte ChatGPT va pouvoir créer des campagnes directement. Vous allez pouvoir créer des campagnes, faire des reporting, demander des briefs et tous ces éléments. N'hésite pas si c'est pas clair, Kevin, hein. Et après, je vais vous prendre un C'est cas. très clair, ouais. Je vais prendre un cas concret, par exemple. Heu, je veux acheter, prendre bon, on va partir sur le digital, mais ça fait du print, hein. Sur le print, il est très, très fort en media planning, par contre. Je vais acheter une campagne vidéo sur cible, on va mettre, intentionniste. Hésite pas si tu as des idées, hein, on peut mettre ce que tu veux, hein. Automobile, intentionniste automobile, CSP+.
pour, D'objectifs de complétion. ouais, Mercedes, un point. Complétion, on va lui mettre minimum 80 et on va mettre 3 secondes d'attention et 3 secondes d'attention, par exemple, donc avec du explain. Il faut mettre un budget. En budget, on va mettre, par exemple, 10 K et des dates de campagne. Budget 10 K et on va mettre du 0, 1, 10. On va mettre pendant 2 semaines. Et là, typiquement, par exemple, t'as pas mis de géo, il va comprendre que tu es en France, et cetera, ou? Ouais, direct, si tu mets pas de géo, de base, tu es en France. En fait, c'est vrai que plus tu vas travailler du coup avec Adventic, plus il va te connaître. Parce qu'après, il peut reprendre directement tous tes setups, tous tes éléments. Il va te poser des questions de façon si tu oublies. Et donc là, Donc bah, en gros, tu caches les demandes utilisateurs? le nom d'utilisateur, en fait, c'est assez simple. C'est quand j'ouvre un serveur MCP, il faut le voir un peu comme un siège DSP en agence. C'est-à-dire que soit j'ouvre un MCP pour toute l'agence, et donc tout le monde a accès à tout ce qui va se passer dans l'agence, et tous les briefs. Soit j'ouvre un MCP par annonceur, et donc là, chaque équipe en fait aura accès. Par annonceur, je le fais beaucoup, notamment sur le print, parce qu'en fait, dans le print, ce qu'il faut savoir, c'est que les négociations, et comme ça, je vais envoyer ça. Il faut savoir que dans le print, en fait, les négociations, c'est très annonceur par annonceur, avec donc du coup des PMP, des prix moyens de page qui sont très différents avec des négos. Par annonceur, ça me permet de base de te dire sur Stellantis, ta PMP, ton prix moyen de page sur par exemple Télé Loisirs, il est de temps, alors que sur McDo, il est de temps. Ouais. Ah bah, OK. OK. Donc voilà, donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Que je puisse vous expliquer comment il fonctionne, du coup, cette agence, c'est que là, j'ai mis un brief et donc voilà, il faut juste sélectionner Adventic. Dans Claude, vous n'avez pas besoin de le faire. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que là, il va regarder s'il trouve un produit qui existe déjà. Parce que des fois, j'ai des produits qui existent là. Si vous lui dites: «Bonjour, je vais acheter une pleine page dans Voici», il va vous vendre du coup du Voici avec le bon pricing et tout. Donc là, Mmh. il va regarder, est-ce que j'ai un produit qui est, de la vidéo, intentionniste automobile CSP+, plutôt pour Mercedes, donc voilà, il va en déduire pas mal de choses. Complétion 80 3 secondes d'attention. Ce que je peux vous dire, je connais pas toutes les slides chez Prisma, mais je pense qu'il y a jamais eu d'offre qui correspond pile au truc. Pile au truc. Je pense qu'il y en a jamais eu. Ça m'étonnerait. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se dire: «OK, je vais créer une nouvelle offre pour lui». Tellement un peu de contextuel. J'aurai peut-être des touches de ciblage complétion, de pré-bid complétion, des touches de pré-bid attention. Je vais avoir peut-être, de la data que je vais trouver dans Mediarhythmics, peut-être un peu des sites qui sont un peu plus affinitaires. Je vais en faire un espèce de mix et je vais te créer du coup ce qu'on appelle un dynamic product. C'est un produit qui est créé uniquement pour toi, Mercedes, uniquement pour toi. Et donc je vais te faire la proposition. Il va créer cet assemblage-là. Une fois que cet assemblage est créé, il va regarder: «OK, j'ai créé l'assemblage. Est-ce que j'ai suffisamment d'inventaire ou est-ce que j'ai pas assez d'inventaire?» Il va faire un forecast et si ça passe, il va te faire une proposition, il va regarder combien ça peut coûter et il va être entraîné pour te proposer le meilleur prix possible, le meilleur CPM. Donc là, ce qu'il va te faire, il va te faire, le format. Du coup, c'est plutôt de la vidéo. Il te propose, 10 000 €. Sur les dates, du coup, c'est plutôt un IO avec il va mettre des éléments de complétion, des éléments d'attention. Là, il te dit par contre, ah bah, on va voir, il n'est pas arrivé à trouver le bon segment. Donc en fait, ce qu'il va faire, il a trouvé un segment, donc ce qu'il nous a mis, il a pas trouvé le bon segment. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire, il va prendre à la fois un segment data intentionniste auto CSP+, mais il va te rajouter également un peu de contexte. Donc voilà, donc si ça te va, tu peux lui dire très bien, bon lui dire combien c'est sur le CPM par exemple. Possible de lui demander comment c'est sur le CPM, parce que là, je le vois pas, c'est bizarre, d'habitude, il me met toujours le CPM. Voilà, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment, discuter, facilement avec lui et donc lui dire: «Voilà, c'est combien?» Donc là, il va regarder, ce qui est un peu sûr, c'est que pour l'instant, c'est pas un CPM qui existe. Il va faire le calcul en se disant: «OK, je vais mettre à la fois j'ai différents sites, c'est de la vidéo, j'ai rajouté du contexte, j'ai rajouté des garanties de complétion, j'ai rajouté des garanties d'attention, que, bah, là, je vais regarder et je vais essayer de te mettre avec toutes ces contraintes et essayer de te calculer le meilleur prix pour toi». Et donc là, il va essayer de me calculer un prix. Je pense qu'au CPM, à mon avis, ça va être dans une petite dizaine d'euros, peut-être 10 € à mon avis, avec quand même, des garanties de complétion, des garanties d'attention et de la data. Voilà, donc la meilleure offre qu'il peut te faire, c'est ça. Donc c'est 10 €. Donc il va mettre un run off network. Pour, 10 000 €, tu auras 1 000 000 d'impressions. Il va mettre les dates. Il va te garantir de la complétion et te garantir de l'attention. Le budget, il est bien absorbable. Il a fait un check inventaire, donc c'est bon. Donc voilà.
Donc là, le choix, c'est prendre du 10 € CPM. Après, ce qui est possible, c'est de dire: «OK, 10 € CPM, c'est trop cher. Donc je vais partir plutôt sur 5 €». Il va te dire: «OK, il y a pas de Partir problème». négocier. Mais par contre, tu vas négocier, mais si tu es 10 €, il est entraîné à avoir le meilleur prix. Il va te dire: «OK, tu peux faire 5 €, mais par contre, soit il va falloir virer la complétion de garantie, l'attention, il va peut-être falloir passer plutôt sur du display». Donc il est un peu il est un peu, Moi, voilà. j'ai une petite question là sur tout ça. Tu vois, là, quand bon, ta démo, c'est très bien, c'est un peu ce que je pensais, mais je me mets de la place d'une agence, un trader qui a une campagne à faire. Il va pas aller faire ça sur chacun des MCP de chacun des publishers. Ouais, tout à fait, c'est L'étape d'après, c'est d'avoir des buyer agents et que ce soit du agent to agent qui discutent entre eux. Mais est-ce que du coup, tu as un peu de vision, toi, depuis que tu as sorti Advantic, justement, où on en est sur le marché français, ouais. et agences, notamment sur ADCP, etc. Parce que clairement, demain, tu vas, enfin, le trader, il va perdre tout autant de temps à faire ça 50 fois. C'est ce qu'on faisait à l'époque avec les IO et qu'on a arrêté de faire grâce au prog, entre autres, Ouais, quoi. tout à fait. Ben, c'est pour ça que moi, j'essaye de mettre également d'autres inventaires que les miens. Pour finir, là, il va falloir que tu mettes ta créa vidéo. Tu peux prendre ta créa, donc tu vas mettre soit le redirect. J'essaie de prendre un redirect. Donc soit tu prends un redirect, tu mets un vast, soit tu peux mettre la créa en dur que tu peux uploader. Juste prendre une petite créa que je vais avoir ici. Hop, je sais pas si elle est bien, j'espère qu'elle marchera bien. Donc voilà, donc tu peux mettre ta créa. Alors OK, voici ma créa. Je vais mettre, elle redirige vers www.mercedes.fr. Prends cette créa et ajoute-la à ma propale. Donc voilà, donc moi l'idée que j'ai, c'est d'essayer d'avoir, d'autres éditeurs, qui viennent à mes côtés. Donc ça, c'est le but. Est-ce que ça se fera? Je ne sais pas. Donc là, la créa a été ajoutée. Il a vérifié les spétecs. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet avec l'agentique, de n'avoir donc là, toutes les spétecs sont vérifiées, la taille, le poids, enfin tous les éléments un peu sont dessus. Donc là, bah, côté acheteur, c'est fini. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui va se passer, c'est que là, moi, en tant que régie, je vais être informé qu'il y a un acheteur, qui veut acheter. Donc du coup, bah, là, c'est Mercedes qui veut acheter. Donc là, normalement, j'ai dû recevoir un email. Je vais aller regarder. Donc là, j'ai un email qui m'a été envoyé, me disant que j'ai Mercedes qui veut acheter une campagne, vidéo. J'ai une campagne vidéo à 10 000 €. Donc je vais pouvoir regarder ce que du coup, en tout cas ce qui veut être acheté, parce que j'ai quand même mis human in the loop, hein, dedans. Il y a 2 choses que je vais valider du coup. Donc là, c'est, l'interface d'administration de mon MCP. Donc en fait, qu'est-ce que je veux vérifier? Je vais vouloir vérifier, la créa. Est-ce qu'elle est bien? Notamment pour le print, pour la télé ou pour la radio, c'est bien de pouvoir vérifier la créa. Mais je vais également vouloir, vérifier ce qu'a vendu également mon commercial agentique. Donc là, voilà, donc là, c'est l'interface, c'est là où je vais pouvoir connecter des ad serveurs, je vais pouvoir connecter pas mal de choses et créer du coup des MCP, plugger, du coup, enfin en tout cas rentrer, La data. voilà, tous mes éléments. Donc là, du coup, j'ai un nouveau media buy qui a dû arriver, que je vois pour Mercedes, vidéo auto premium. Je vois que j'ai une créative, donc je vais pouvoir valider du coup ma créative. Donc je vais pouvoir regarder la créa, c'est ça, et ça, c'est un humain qui la regarde. Donc voilà, donc je me dis que c'est cool, je vais pouvoir la valider ou je vais pouvoir la reject. Donc, je vais pouvoir la valider, ce qui est plutôt bien, parce que voilà, je veux vraiment vérifier un peu ce qu'il y a. Là, et après que je te montre la dernière action que j'ai à faire, moi de mon côté, j'ai juste une action à faire, qui est du coup de pouvoir regarder ce que m'a vendu le commercial Atlantique. Voilà, donc il a vendu une campagne du 01 au 14 pour 10 000 €. Il a fait 10 € CPM. Le produit qu'il a vendu, c'est pas un produit sur l'étagère, du coup, c'est un dynamic product. En vrai, il fait 97 line items différents. Donc voilà, il y a vraiment une notion de performance qui est très forte. Là, il me fait 97 line items qui vont être différents en mixant de la data, la complétion et autres. Il a mis une créa. Et donc là, j'ai juste à faire un push to GAM. En fait, avec le push to GAM, la campagne va être directement envoyée dans mon compte Google Ad Manager avec bah, heu, les bons, ciblages prix, les bons sites, tous les line items qui sont pushés. La campagne va être directement live. Ouais. Ouais, je pense que c'est la grosse force, justement de l'agentique, c'est de démultiplier les stratégies qui sont possibles. Tu as créé 97 line items, pour répondre très précisément, au brief initial. Moi, je sais qu'on avait eu des campagnes aussi qui avaient tourné comme ça, où on avait, créé, une vingtaine de deals, une trentaine de deals pour être beaucoup plus précis à chaque audience.
chose qu'on faisait pas avant. Dupliquer, 97 line items, c'est l'enfer. Tu en as pour 3 semaines. Là, l'automatisation avec la surcouche d'intelligence, ça va permettre justement d'être plus granulaire là-dedans, et d'être plus créatif du coup aussi sur ce qu'on veut faire heu, comme activation. Maintenant, moi, je pense, du coup, je crois pas que tu m'aies répondu là-dessus, mais, tu as une vision toi côté acheteur justement sur le marché, sur ce genre d'automatisation? Parce que encore une fois, l'acheteur, il doit aller faire ça sur 50 régies différentes. On repère le gain qu'on a, sur l'automatisation. Est-ce que toi, tu as un peu de visibilité justement sur comment ils sont équipés aujourd'hui sur des Ouais, Bioracer? alors, bah, moi, c'est pour ça, hein, je te dis, l'idée, c'est vraiment d'essayer de rameuter un maximum de personnes dans Adventic. Pour l'agence, il y a juste un seul MCP à interroger, dans lequel il y a du coup directement tous les éditeurs qui sont à l'intérieur. C'est un des travaux que je vais faire, même si l'agence, si elle veut, elle peut interroger. Elle met son brief et elle met 17 MCP, hein, et elle envoie et après du coup, il y aura un travail qui va se faire sur, quels seront les bons MCP. Donc une possibilité, c'est que j'ai essayé de développer, en tout cas dans mes développements, 75 des modules que j'utilise, voilà, c'est une cinquantaine de modules, hein, que j'ai. Je dirais que 75 des modules que j'utilise, c'est des modules, ADCP. Donc, ce sont des modules 25 des cas, c'est des modules que j'ai en propre. ADCP ne comprend pas les audiences print. Pour ingérer les audiences print, ingérer les audiences de la CPM, j'ai dû développer un module. DCP ne sait pas gérer le fait, dans une campagne, de faire un bundle print plus digital pour maximiser la couverture. Donc, j'ai dû créer, du coup, moi, un module qui est bundle print plus digital. Ce qui serait bien, c'est que moi, tout ce que j'ai créé, ça puisse être disponible pour tout le monde. Parce qu'en fait, sinon, qu'est-ce qui risque de se créer? On va pouvoir chez Prisma faire des bundles avec un seul prompt print plus digital, mais ça sera pas le cas chez Le Figaro, et ça sera peut-être pas le cas chez Et tu GMC non plus. pas plutôt intérêt justement à remonter ça, au protocole ADCP justement pour que, côté gouvernance, ils l'implémentent, au niveau du Si, produit si, et si, cetera? ça fait partie. Après, c'est vrai que comme là, pour l'instant, dans la roadmap, on a pris, il y a une très, très grosse roadmap. C'est vrai que pour l'instant, opérer de façon, globale, j'ai pas pris le lead, sur ADCP. Même si c'est vrai que on top, en fait, dans ADCP, quand on regarde vraiment, il manque quand même pas mal de modules. Et c'est vrai que on top, je les ai créés moi-même. Et voilà, et je pourrais les donner à ADCP en disant: «Voilà, cher éditeur de print, j'ai quand même bien vu comment ça marche le print. Vous avez besoin de créer des bundles, il faut créer un module. Je l'ai déjà créé, voici ce qu'il faut demander. Voici ce qui est obligatoire pour créer un en tout cas pour créer un bundle». Il faudrait effectivement en tout cas que je me rapproche d'eux pour leur livrer potentiellement quelques grands éléments que j'ai pu coder. Hyper intéressant. Je crois on a fait un peu le tour là. Je sais pas si tu avais d'autres sujets toi que tu voulais aborder? En tout Moi, cas, c'est très clair. je crois qu'on est tout bon, hein, c'est déjà une belle session. Ouais, bah, merci pour la démo en tout cas, parce que c'est vrai que tout le monde en parle, personne l'applique, du moins pas encore, ou chacun de son côté, quoi. C'est vrai que toi, tu avais fait 2-3 démos sur LinkedIn et je pense que c'est bien de voir, complètement, à quoi ça correspond. On voit clairement la puissance et le potentiel. Moi, je pense qu'il reste encore, 2-3 petits trucs à peaufiner justement dans l'industrie pour que ça soit vraiment automatique. C'est un peu ce que je disais. Mais super intéressant. Merci en tout cas pour ta vision, sur l'ensemble du marché et tout et puis merci pour la petite démo, quoi. Eh ben, merci, Allez, à très bientôt, Paul. à bientôt.